C'est ce à quoi vous pensez, c'est les petites histoires d'horreur qui nous font bien bader. Épisode 68. 3 histoires d'horreur, cette fois sans invité, parce que il faut varier les plaisirs et pas parce que j'ai pas réussi à trouver des gens autour de moi qui ont des histoires d'horreur à raconter. Aujourd'hui au programme, on a une histoire courte, une histoire très longue et une histoire courte. C'est le programme d'aujourd'hui, ce qui vous plaît, oui, non, dites-moi. Voilà, j'ai pas envie de parler 1000 ans, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'histoire de Aude. Aude, elle a un petit job d'appoint, c'est le babysitting, voilà, elle en fait. Ça lui permet entre autres de financer ses sorties entre potes et ses jeux vidéo, c'est elle-même qui le dit, hein. Et elle a donc un second téléphone dédié à cette activité. Pour la simple et bonne raison que son numéro est un peu partout dans la rue, puisque Aude, pour trouver des clients, des gens qui font appel à elle, et ben elle met des affiches. Bref, ce jour-là, le jour de l'accident, il est 15h et quelqu'un contacte Aude sur son second téléphone du coup. Voilà, c'est un message tout à fait normal de quelqu'un qui lui demande si elle est disponible samedi qui suit, et Aude répond tout de suite et lui envoie les horaires auxquels elle est disponible samedi qui suit. Elle explique qu'il y a eu quelques échanges parfaitement normaux entre temps avec la personne, notamment sur le temps de la prestation, sur si elle doit récupérer les clés ou s'il les met sous le paillasson, ce genre de bêtises. Des trucs tout à fait normaux qu'elle a déjà vu plein de fois. Et ce n'est qu'un peu plus tard dans la journée que Aude reçoit un message moins habituel pour le coup. Le papa ou la maman lui demande d'envoyer une photo d'elle. Pourquoi pas? C'est vrai qu'on sait jamais trop sur qui on tombe avec ces annonces qu'on trouve dans la rue, donc peut-être que ça rassure de voir la personne, je sais pas. Dans le doute, Aude refuse. Elle n'envoie pas la photo et la personne en face n'insiste pas. Le lendemain, nouveau message de ce client, et là, c'est vraiment bizarre. La personne lui demande par message si elle aime les hommes plus âgés qu'elle. Inutile de préciser que c'est pas vraiment une question normale à poser à quelqu'un que tu mandates pour du babysitting. Aude explique qu'elle a juste ignoré le message et que ça l'a pas alarmé plus que ça. Qu'elle a déjà eu plein de messages lourds de gens comme ça dans sa vie, mais pas de clients. Et c'est là où elle dit putain, ça aurait quand même dû m'alerter. Bref, le jour J arrive, on est samedi, et elle appelle un Uber pour se rendre à la maison où elle doit garder du coup l'enfant. Aude arrive sur les lieux et là, elle vérifie si elle est bien à la bonne adresse, parce que la maison qu'elle a devant elle ne ressemble pas du tout aux maisons dans lesquelles elle a l'habitude de se rendre. Elle se tient face à une vieille maison à 2 étages. Elle constate que 2 des fenêtres sont cassées et que le bois a l'air de pourrir, que la plupart des planches il y a des trous dedans. Elle passe le portail et c'est en marchant vers la maison qu'elle s'arrête parce qu'elle aperçoit quelqu'un à l'une des fenêtres. Ce qui est personnellement ma phobie. Il y a un homme qui a l'air d'avoir la quarantaine qui se tient là, avec sur la tête ce qui a l'air de ressembler à une couronne de fleurs, et surtout il a quelque chose dans la main mais elle arrive pas à voir ce que c'est. Aude reste figée, regarde cet homme, et après plusieurs secondes, tape le sprint de sa vie. Elle explique même qu'elle a tellement couru qu'à un moment elle s'est ramasse sur un trottoir et c'est là qu'elle a décidé d'appeler sa mère pour qu'elle vienne la chercher. Et elle explique qu'encore aujourd'hui elle a ce visage de ce mec ancré dans sa tête. Et bien évidemment elle s'est très souvent posé cette question, cette fameuse question du putain, si j'étais entré dans la maison et que j'avais pas regardé la fenêtre, qu'est-ce qui me serait arrivé quoi. Bref, si vous faites du babysitting, attention hein. C'est mon unique conseil dans cette vidéo. Deuxième histoire beaucoup plus longue et absolument horrible. Ahmed est un Américain qui explique être parti vivre aux États-Unis dans les années 90. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré ce qui est actuellement sa femme, avec qui il a désormais 2 enfants. Voilà, c'est le seul truc positif de l'histoire, j'espère que vous avez bien profité. Bref, il explique qu'à l'époque, pour lui, les temps étaient durs. Il alternait entre 2 emplois juste pour pouvoir se payer à manger et avoir un toit au-dessus de la tête. Il explique que tout ce qu'il pouvait se permettre en termes de logement, c'était l'appartement le plus pourri d'un vieux bâtiment décrépit dans un quartier clairement pas ouf. En gros, il explique que c'était tellement craignos là-bas que genre il y avait pas une nuit où il se réveillait pas à cause d'un coup de feu qui était tiré. Bref, voilà, il explique que c'était vraiment un endroit qui détesté, qui était vraiment pas ouf, mais il avait pas le choix parce qu'il avait très peu d'argent. Il explique que son deuxième emploi, c'était barman dans un strip club. Vous l'avez compris, avec cet emploi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous parle de cet emploi-là et pas de son premier emploi, qui lui est de jour, il rentrait tard chez lui. Plus précisément, il rentrait du coup tous les soirs autour de 2-3 heures du mat. Qui est une heure, on peut se le dire, pas très rassurante. Quand tu rentres à 2-3 heures, t'es un peu sur tes gardes quand même. C'était un samedi soir, fin de semaine, Ahmed rentre chez lui, il est épuisé. Il explique que ce soir-là, comme tous les autres soirs, il est entré dans son immeuble, qu'il a commencé à marcher vers l'ascenseur de l'immeuble, et qu'en levant la tête, il a vu que devant l'ascenseur se trouvait un mime. Un mime, pour ceux qui savent pas, c'est un acteur qui joue des rôles muets. Les mimes, ils ont un code vestimentaire que respectait très bien ce mime-là, qui était devant l'ascenseur de l'immeuble d'Ahmed. Ahmed constate que ce mime, dans une main, il tient un ballon attaché à une ficelle, et que de l'autre main, il lui fait coucou. Et il explique que c'est pas un coucou comme nous on peut faire, c'est un coucou très mécanique, très mimé. À cause de la peur, Ahmed décide de prendre les escaliers. Et il en a pour un moment puisqu'il habite au 9e étage. Tout ce qu'il importait, c'était en aucun cas de s'approcher de ce mime. Ahmed monte les marches avec un certain rythme, et c'est qu'une fois arrivé au 4e ou 5e étage, que du coin de l'œil, il voit quelque chose bouger. Il s'arrête net, il se retourne pour voir ce que c'est, et douche froide, le mime est dans la cage d'escalier, en train de monter les marches. Et ce qui terrorise Ahmed, c'est qu'il monte pas les marches normalement, il monte les marches, vous savez comme dans les vieux films muets, quand un personnage veut montrer qu'il essaie d'être discret, il marche sur la pointe des pieds, le gars dans la cage d'escalier fait exactement la même chose. Il est dans son perso quoi. Et là le mime s'aperçoit qu'Ahmed l'a repéré, et d'un coup il se fige. Là Ahmed commence
commence à vraiment avoir peur et il décide de lui parler. Il lui dit en riant nerveusement: mec, arrête. En gros, il s'est dit que le gars en face s'entraînait ou qu'il faisait une sorte de performance, bref, peu importe. Et qu'en lui disant c'est bon, t'es trop fort, bien joué, c'était cool, le gars allait arrêter. Aucune réaction de la part du mime. Il reste là, sans bouger, dans la même position qu'il y a une minute et il attend. C'est là qu'Ahmed réalise qu'il y a un problème et qu'il se met à courir pour rejoindre le 9e étage. Et malheureusement, quand il se met à courir, il entend le mime qui fait la même chose que lui. Ahmed, cette fois, il cède et il hurle sur le mime. Il lui demande pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il veut, et il lui demande surtout de lui foutre la paix. Et d'un coup, l'expression du visage du mime change et il se met à être triste, ou plutôt à jouer la tristesse. Et à ce moment précis, Ahmed comprend que le gars en face, il est pas là pour déconner et qu'il a très probablement de mauvaises intentions. Il arrive devant sa porte d'entrée, il ouvre à une vitesse folle, il rentre chez lui, et là il est sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Il réalise même pas en fait. C'est au moment où il reprend ses esprits et où il pense être tiré d'affaire qu'il se met à entendre des frottements contre sa porte d'entrée, venant évidemment de l'extérieur. Après quelques dizaines de secondes, Ahmed explique qu'il prend son courage à deux mains, qu'il a pas le choix, et qu'il va voir à travers l'œillet de sa porte d'entrée. Et malheureusement, le mime est bien là, devant sa porte, et il se met à fixer l'œillet en souriant. Ahmed il reste bouche bée regardant à travers l'œillet de la porte, il est complètement choqué, il arrive plus à bouger, il est tétanisé, et le mime met ses paumes de main de chaque côté de son visage, ouvre la bouche comme s'il était étonné, et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend que le gars va trop loin pour un mec qui a pas de mauvaises intentions, et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed il a une sortie de secours, vous savez, ces escaliers en fer qui sont collés au bâtiment et qui permettent d'évacuer en cas d'incendie. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui, et après 30 mètres, il se retourne, et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Pour Ahmed, il était absolument hors de question de revenir dans cet appart, donc il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement, et heureusement pour lui, il explique que ça s'est fait très rapidement. Il a plus jamais eu de news de ce mime, hein, comme il l'a dit, et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe qui s'amusait, ou s'il avait une réelle intention de, je sais pas, de le cambrioler, il a rien compris. En même temps, y a rien à comprendre, mec. À part se barrer très loin, y a rien à comprendre. Bref, c'est horrible. Tout ça nous amène à la dernière histoire qui est celle de Olivia. Il y a quelques semaines, il est 21h passées et Olivia est dans sa voiture avec son enfant. Elle est sur une autoroute du nord de la Californie et elle rejoint son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique constituée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de problème, donc elle se gare sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Une fois arrivée au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit: est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Après avoir posé sa question, Olivia elle réalise qu'en fait l'homme qui est à la fenêtre de sa voiture, c'est pas un uniforme qu'il porte, c'est juste une tenue toute noire. Le gars il ressemble à une ombre quoi, dans le noir on le voit pas du tout. Et comme pour Aude la babysitter, elle explique qu'au début elle a pas percuté, ça l'a pas alarmé plus que ça, et qu'après quoi elle a réalisé à quel point c'était grave en fait. Bref, elle lui tend quand même son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre prend son permis et l'inspecte pendant pas loin d'1 minute, ce qui est très long pour inspecter un permis, ça prend vraiment pas ce temps. Minute à l'issue de laquelle le monsieur rend à Olivia son permis sans avoir encore dit un seul mot. Et c'est ce qui fait qu'Olivia comprend qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et dans un élan de courage, elle lui demande en s'excusant son numéro de badge et aussi le département de la police dans lequel il travaille. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse.
Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui dormait sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant pour que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. C'est la fin de nos 3 histoires d'aujourd'hui. Donc là ce qui va se passer c'est que vous allez plus conduire, vous allez plus faire de babysitting et vous n'allez plus rentrer chez vous à 3h du matin par peur de voir un mime devant votre ascenseur. J'adore, je suis friand, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais ces trucs d'horreur. Il y a toujours plus de mécanique, toujours plus de situations différentes et faut le dire, juste j'en profite un petit mot. Je deviens moi-même un peu parano dans la vie. Moi-même je regarde beaucoup plus sous mon lit qu'avant. Moi-même les rares fois où je rentre tard le soir, parce que c'est pas du tout mon truc les soirées, j'ai l'impression d'être suivi et je regarde un peu derrière moi. On développe tous des symptômes post-thread d'horreur, mais vous en faites pas. Ce genre de truc ça n'arrivera qu'à 20 personnes parmi nous. Et on espère juste que ce sera pas nous, n'est-ce pas? À très vite.